Salut! Je viens vers vous aujourd'hui avec un tout nouveau concept. J'ai pensé que ce serait intéressant d'interviewer des personnes étrangères qui sont venues au Japon. Ça peut être dans différents cadres, que ce soit en visa vacances-travail, en tourisme simplement pour une durée maximum de 3 mois, parce que la personne peut-être est en poste au Japon depuis des années ou vient d'arriver, ou bien même en rapprochement familial. Il y a plusieurs possibilités et je trouvais que c'était intéressant de voir tous les chemins qui peuvent mener au Japon et d'essayer de comprendre un peu comment ces personnes se sentent ici, voir un petit peu quelles étaient leurs idées reçues, si ça a vraiment été un chamboulement pour eux au final, si ça a complètement changé leur vision du Japon, quels sont leurs objectifs. Bref, voilà, j'espère que ça vous intéressera autant que moi et je vous laisse avec la première interview qui est celle de Camille que j'ai rencontrée à la fac quand j'étais à l'INALCO en master. Voilà, c'est parti. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Trop bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Prénom, âge, études, travail ou activité principale avant de venir au Japon? Ok. Salut, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. Au niveau des études, mon parcours il est un peu chaotique pour plein de gens. À savoir que j'ai commencé avec une prépa littéraire que j'ai détestée, je suis partie. L'année suivante, j'ai commencé le japonais à l'INALCO, où j'ai fait licence et master 1 à Paris Diderot, qui maintenant est Université Paris-Cité. Parallèlement, du coup, je faisais de la sociologie à Paris Diderot aussi, de l'inuit à l'INALCO et de la langue des signes à côté. L'inuktitut. Je Trop mignon. simplifie parce qu'en général, Oui. personne ne connaît. Parallèlement, du coup, je travaillais pas mal à côté des études, comme beaucoup d'étudiants à Paris. Et je faisais du bénévolat et j'ai craqué parce que je faisais bien évidemment tous ces diplômes et tous ces emplois et tout ce bénévolat en même temps. Je ne dormais clairement pas assez. Ouais. Et donc, du coup, je suis partie après le Master 1 de japonais. Mon corps a vraiment craqué, quoi. Et donc, j'ai décidé de partir 1 an loin de Paris en me disant que ça m'aiderait. Je suis partie en Inde, donc très loin de Paris, Effectivement. où j'étais instite dans une petite école dans l'Himalaya et sur un projet d'autonomisation des femmes par le travail. C'était une super expérience et ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a fait penser que c'est quelque chose que je voulais faire un peu toute ma vie, du bénévolat. Et au-delà du bénévolat, surtout travailler dans le social. Donc ça va, c'était encore cohérent avec mes études. Donc quand je suis revenue, pour le coup, j'ai repris un master de développement économique et social à l'IEDES, donc qui est rattaché à Paris 1. C'est un diplôme qui était excellent et il y a 5 parcours différents. Pas de chance, il y a eu le Covid. Le fameux. Donc, du coup, ça s'est pas tout à fait passé comme ça aurait dû se passer. Voilà, ça a été pas mal intercoupé par les confinements, tout ça. Et donc, après ça, j'ai travaillé dans l'associatif. Donc, j'ai continué, je suis passée de bénévole à salarié finalement. J'ai changé de ville aussi, j'étais à Lille. Bon, l'associatif, je vais pas que l'encenser parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin en France. Mais c'est aussi des conditions de travail qui sont très difficiles parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent du tout. Et c'est à but non lucratif, mais ce qui rend aussi la tâche très difficile pour les salariés, c'est qu'on est toujours à flux tendu et en fait on est toujours en train de rechercher de l'argent. Et donc il y a une pression constante de faire du travail pour récupérer de l'argent pour que l'association ne coule pas. Et ça c'est une charge qui est assez lourde à porter, et je pense d'autant plus quand on sort d'études, parce qu'on a très vite des postes à grosses responsabilités et qu'on n'a peut-être pas envie de penser à tout ça au début. Enfin voilà, Ouais. c'est pas toujours confortable. Toujours est-il que du coup l'année dernière, j'ai quitté mon emploi pour faire autre chose avant de partir au Japon. Donc pendant 1 an, j'étais professeure en lycée professionnel et c'était génial. Dans un lycée professionnel où il y a des bacs pro animation et accompagnement soins et services à la personne. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'était à Paris. Et je conseille pour les personnes qui ont la fibre sociale, vraiment, c'est et des enseignements chouettes et une belle expérience humaine. Voilà, je sais pas ce que je ferai après en revanche. Ouais. On verra plus tard pour ça, C'est mais ça, en tout on verra cas, plus tard. voilà, on a bien posé les bases de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, depuis combien de temps t'es arrivée au Japon et dans quel cadre? Je suis arrivée au Japon là, il y a 2 semaines à peu près, et dans le cadre d'un visa vacances-travail. Le visa vacances-travail, il a été un peu stressant à obtenir pour moi parce que
Quand j'ai déposé ma demande, j'ai bien précisé que je voulais m'installer dans une ville, en l'occurrence Hiroshima, et que je voulais mener certains projets, suivre des formations, apprendre la langue des signes japonaise et potentiellement faire du bénévolat dans des centres d'accueil pour personnes sourdes et tout ça. Et en fait, on m'a dit que c'était pas des vacances, qu'il y avait d'autres types de visas pour ça, ce qui n'est pas vrai par ailleurs. Il n'y a pas d'autres types de visas pour ça. Et il me disait qu'en gros, on n'est pas censé rester statique ou quoi. Donc du coup, j'ai dû refaire mon projet en précisant là où j'avais prévu de faire des voyages. Donc j'avoue, je l'avais pas hyper bien précisé. J'avais dit que je comptais faire à telle et telle période des voyages. Donc j'ai dû vraiment le détailler plus pour leur montrer que j'allais bien dépenser de l'argent au Japon, mais qu'en même temps, j'étais consciente de mes moyens, etc. Donc ouais, c'était un peu stressant. Mais vraiment, quand elle m'a dit c'est pas des vacances, je me suis dit oulala, mais moi j'adore passer des vacances comme ça. Bah ouais. Donc du coup, ouais, c'était un peu stressant. Mais au final, tout s'est bien passé. Et les réponses, par contre, ont été rapides derrière. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, j'ai quand même eu un suivi et des réponses. Ouais, ils ont été assez réactifs pour ça. C'est long pour avoir le rendez-vous, mais une fois qu'on l'a, si ça va pas visiblement, ils te disent ça va pas, ça va pas, ça tu changes. T'as fait ce qu'il fallait et finalement t'as été accepté. Ouais. Donc ça c'est top. Mais je comprends que ça ait pu être un peu stressant. Est-ce que t'es déjà venue au Japon par le passé? Si oui, quand, combien de fois et combien de temps à chaque fois? Je suis venue 4 fois au Japon. La première fois, il y a 13 ans, parce que ma tante habitait au Japon, donc j'avais 17 ans, et j'ai débarqué avec une copine du lycée, parce qu'on regardait des dramas. Et alors, on écoutait de la J-pop et de la J-rock. Waouh. Et du visual kei. Bon, voilà, c'est plus du tout à la mode. Bon, ça l'était déjà pas beaucoup à l'époque. La J-pop peut-être, en vrai. Peut-être la J-pop un peu, mais je pense que ça a été... le visual kei, ça m'étonnerait aussi. Ouais. J'en écoutais aussi un petit peu quand j'étais plus jeune. C'est très spécial. Je vous conseille pas particulièrement, mais c'est intéressant. Voilà, ils ont un style qui est bien à eux. Ouais. Voilà. En revanche, j'adorais et j'aime toujours le style vestimentaire. C'est quelque chose de très intéressant. Mais enfin bon, bref. Et donc, ce premier voyage a fait que ça m'a vraiment transportée, littéralement, parce que j'ai découvert vraiment plein d'autres choses que j'imaginais pas. De la culture, de la manière de vivre, de la manière de se respecter, de beaucoup de choses. Et après ça, j'ai décidé de faire des études de japonais. Ce qui n'était pas du tout prévu initialement d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était la première fois, c'était 2 semaines. La deuxième fois, je pense que c'était en 2e année de japonais. Et là, c'était avec des amis de l'INALCO. On a fait 2 semaines en école de langue à Tokyo et 2 semaines de voyage itinérant. Donc on a découvert plein de villes, dont Hiroshima où j'habite aujourd'hui, où j'ai eu vraiment un crush. Ouais, gros coup de cœur. Énorme sur cette ville. Donc c'était super aussi. En plus, il y avait plein d'amis de l'INALCO qui étaient là en même temps. Donc ça, c'est un peu le confort de l'INALCO à ce niveau-là. La 3e fois, c'était peut-être en 2017, je dirais. Et là, j'allais voir un ami qui, lui, était... c'était pendant le master, en fait, pendant le master 1. J'allais voir un ami qui était en visa vacances-travail à ce moment-là. Donc, je l'ai visité au moment de Noël et Nouvel An. C'était super chouette. Et lui aussi, il était en social résidence, un truc comme ça, en résidence sociale. Okay. Mais du coup, pas au sens de résidence sociale HLM et tout, au sens de japonais c'est 50% de japonais, 50% d'étrangers qui veulent vivre ensemble. Et donc, il y avait plus de 700 personnes dans cette résidence, c'était incroyable. Vraiment, les gens vivaient, c'était énorme. Wow, okay. C'est vraiment un immense immeuble, mais les espaces communs étaient incroyables. Et en fait, les gens étaient vraiment ensemble. Donc, souvent, les japonais et les étrangers étaient souvent séparés, mais ils faisaient beaucoup d'événements collectifs aussi. Et ça vivait bien. J'ai un peu créé un idéal là-dessus qui est... J'en parlerai par la suite. Ouais. Ça t'avait trompeur. Donc c'était très très chouette. Et la 4e fois où je suis venue, c'était 1 an plus tard, donc le moment où j'étais en Inde. Je me suis dit, bon, Nouvel An, Noël, j'ai peut-être envie de le faire ailleurs qu'en Inde. En plus, je devais quitter le territoire indien tous les 3 mois, même si j'avais un visa long séjour. Ah bon? Ouais. Et en fait, tu as un visa qui peut durer 6 mois, 9 mois, 1 an, mais dans tous les cas, tu dois quitter le territoire tous les 3 mois. D'accord, hyper bizarre. Ne cherchons pas. D'accord, oui. Parfois, faut pas trop chercher. Bon, j'en ai profité, du coup, j'étais au Japon, en Thaïlande, au Népal, voilà, j'ai bien profité quand même. Ouais, c'est top. Donc, du coup, j'ai rendu
visite cette fois une amie franco-japonaise. Donc là, j'ai passé un Noël un peu plus japonais pour le coup. Et c'était super chouette aussi parce que j'étais dans sa famille et tout. Et 2 semaines encore. Et voilà quoi, là, 5e fois. Ok, c'est assez clair. Est-ce que tu avais des idées reçues avant de venir et est-ce qu'elles ont été balayées par une réalité différente, qu'elle soit positive ou négative? Et ben, du coup, les idées reçues, je pensais que ça allait être super de vivre avec des Japonais, en l'occurrence que des femmes. Je suis dans une super Colocation. colocation, tout à fait, où on est 10, uniquement ouvert aux femmes, mais c'est aussi ouvert aux personnes étrangères, ce qui n'est pas toujours le cas pour le coup. Bon, en l'occurrence, je suis qu'avec des japonaises pour l'instant, mais régulièrement, il y a pas mal de chinoises, coréennes ou autres, mais je crois que c'est la majorité. L'appartement est incroyable, vraiment, espace commun. Enfin, on pourrait manger à 10, quoi. Il y a un vrai salon, une vraie cuisine, Mais une salle à manger. Mais en fait, personne ne se parle et c'est pas juste parce que je suis une personne étrangère, c'est vraiment personne ne se parle. Voilà, à tel point que la première fois que j'ai dit bonjour à une de mes colocataires, j'allais commencer à me présenter, dire comment je m'appelais, et je l'ai vue paniquer parce qu'elle allait mettre son linge, elle pouvait pas repartir avec son linge sale. Et du coup, elle a Hyper bizarre. regardé le sol, elle a même pas répondu, elle a mis son linge, limite elle l'a jeté, si elle pouvait le faire plus vite, elle l'aurait fait, et elle a disparu, quoi. Ouais, Je pense que c'est l'esquive ultime. le plus gros Ouais. vent qu'on m'ait jamais mis. Je pense que... Donc voilà. Et tu t'attendais, en étant en colocation, à être dans un lieu particulièrement ouvert au social, quoi. Ouais, À faire des rencontres, ouais, De- à vivre ensemble finalement. c'est ça. Et non. Non. Après, est-ce que c'est ton expérience unique? Est-ce que c'est comme ça partout dans le Japon? Bonne question. Mais c'est vrai que connaissant les Japonais un peu aussi, je suis pas trop étonnée, pour être honnête. Voilà, ouais, il y a plusieurs Japonais qui m'ont dit que ça les étonnait pas non plus. Donc, bon, Petite désillusion sur ça, quoi. petite désillusion sur ça. Après, qui sait, hein, l'année n'est pas finie, ça pourrait peut-être aller plus tard, je ne sais pas. Ouais. Mais oui, et aussi je m'attendais à avoir du coup des personnes qui s'organisent beaucoup pour le ménage, pour les poubelles, etc. Et en fait, il y a une personne qui vient faire le ménage, c'est une énorme chance toutes les semaines. Et du coup, ça leur sert un peu d'excuse pour pas s'organiser non plus. Donc personne n'a pris le temps de s'organiser. En fait, voilà, je m'attendais vraiment à au moins des choses organisées et en fait, pas du tout. Voilà, par exemple, des choses qui sont pas faites par la personne qui fait l'entretien, personne s'en occupe. Ou Ouais. des gens laissent traîner leurs affaires et c'est normal. Et alors attention, c'est pas le bazar, c'est rangé, mais c'est propre parce que quelqu'un fait le ménage, quoi. Ouais, mais quand on connaît la rigueur des Japonais, C'est inattendu. le côté un peu strict, on pourrait se dire effectivement, même quand on voit dans la rue tout est si propre et globalement organisé, bon, voilà, on pourrait s'attendre à quelque chose de très intense aussi dans un appartement partagé, quoi, et en fait, pas tant. Attends. Ouais, c'est assez ouf. Et t'avais une autre idée reçue aussi, non, sur l'apprentissage de la langue des signes et tout, non? Ouais, je m'attendais, oui, parce que du coup, je suis venue aussi pour apprendre la langue des signes japonaise et je m'attendais à trouver des cours de langue des signes. Et en fait, j'en ai pas trouvé, quoi. Il y en a pas, donc il y a des choses gratuites dans des centres communautaires qui sont un peu comme des centres sociaux où il y a plein d'activités. Juste, c'est pas sur profil social, c'est vraiment des personnes qui se retrouvent autour d'activités communes qui leur plaisent. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y en a dans chaque arrondissement de quartier, c'est incroyable. Franchement, j'aimerais trop qu'on ait ça en France. Parce que c'est vraiment chouette, c'est des gens qui se retrouvent autour de leur hobby dans un espace qui leur est dédié, quoi, et il y a de la vie tout le temps et tu peux t'inscrire et après c'est plus ou moins payant et tout, mais bon, la plupart des choses sont vraiment c'est à la limite le coût du matériel, s'il y a un matériel, c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Et donc il y a des cercles de langue des signes, mais c'est vraiment différent. Nous on va avoir des cours de langue des signes et puis c'est un métier pour les sourds d'enseigner la langue des signes. Là, pas du tout. C'est-à-dire que dans le cercle de langue des signes, il y a la moitié des gens qui sont sourds, l'autre moitié qui sont entendants. Donc du coup, déjà, c'était un peu étonnant. Je ne m'attendais pas à avoir autant de sourds avec nous. Et en fait, du coup, c'est plus un moment de discussion autour de thématiques partagées. Et on va discuter à tour de rôle, un peu comme un cercle de parole, quoi, en fait. Mais collectivement. Et sur les entendantes qui étaient là, c'était pas mal de femmes qui signent déjà extrêmement bien. Et en fait, je pense qu'elles sont interprètes bénévoles. Parce qu'interprète en langue des signes,
potentiellement pas un métier reconnu comme chez nous, et en même temps, il n'y a pas d'études de langue des signes. Nous, c'est un master. Ouais, Donc, quand il même, y a hein. des établissements où on apprend la langue des signes jusqu'au niveau B2 et ensuite on rentre en master. Bon, il n'y a pas de licence en revanche et ça, c'est vraiment critiquable aussi. Et c'est payant, les formations de langue des signes en France, hein, elles coûtent cher. Mais après, il y a un master de langue, enfin, il y en a 5 en France, des masters de langue des signes, pour devenir interprète en langue des signes. Là, au Japon, en gros, de ce que j'ai trouvé, c'est les personnes entre elles qui organisent de temps en temps, quand vraiment il n'y a personne pour interpréter, etc., des formations pour qu'il y ait des interprètes, quoi. Ok, Et donc là, c'est beaucoup de femmes et qui le font bénévolement, quoi. d'accord. Et tu me disais aussi que tu étais un peu étonnée du fonctionnement de la langue des signes elle-même, Ouais. qui est très différente de la langue des signes française, qui est une langue à part entière. Et au Japon, du coup, tu peux nous dire... Ben, oui, la langue des signes, c'est vraiment quelque chose pour lequel les sourds ils militent en disant c'est bien une langue et pas un langage. C'est une faute de dire langage des signes. Voilà, je transmets l'information. Parce que c'est une langue avec une syntaxe, avec une grammaire, avec une structure de la langue, avec voilà, plein d'éléments qui en font une langue à part entière. C'est pas comme le braille, une transposition du français où on a juste des signes qui vont changer les lettres, mais où à la fin c'est du français transcrit. C'est pas du tout le cas. La langue des signes, elle n'a pas du tout la même grammaire que le français. Et c'est le cas pour la langue des signes américaine, pour la langue des signes britannique, parce que ce ne sont pas les mêmes langues des signes. La langue des signes japonaise, elle, c'est vraiment beaucoup du japonais signé. La grammaire reste assez similaire et surtout ça s'appuie beaucoup sur l'écrit du japonais, notamment les caractères chinois, les kanji, qui sont très utilisés dans la langue des signes japonaise. Donc en fait, on peut difficilement en faire sans avoir une base sur les kanji parce qu'on va vite se retrouver assez bloqué. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles on se retrouve parce que ça reste visuel. Il va y avoir plein de signes visuels. Par exemple, maison, ça va rester maison, quoi. Il ne va pas y avoir un truc qui ressemble au kanji de... ouais, en plus ça serait impossible à faire en y réfléchissant, je vois pas comment. Mais par contre, voilà, sur tous les noms, sur plein d'appellations spécifiques, sur tous les noms de lieux, on va beaucoup plus être sur de la transposition de kanji que sur quelque chose de repérable pour le lieu. Et donc, ouais, ça change pas mal à ce niveau-là. Ça tient aussi de l'histoire, mais ça fait que la langue des signes japonaise a quand même un statut assez particulier au niveau international. Ok. C'est hyper intéressant, parce que c'est pas le genre de sujet forcément auquel on s'intéresse quand on n'est pas trop concerné. Je trouve que c'est assez important d'en parler aussi, quoi. Une autre idée reçue peut-être, qui a été un peu chamboulée. Là, rien ne me vient. Ok. Et du coup, dernière question, quels sont tes objectifs avec ce voyage ? Eh bien, déterrer mon japonais. Ouais. Profondément enfoui. Progresser en japonais, apprendre la langue des signes japonaise. Si je peux, d'ici la fin de l'année, vraiment m'impliquer dans la vie sociale au Japon. Vraiment vivre la vie comme des Japonais. Voilà, moi, c'est ça que j'aime faire quand je voyage. C'est vraiment m'impliquer socialement et culturellement. Et donc, si je pouvais, oui, faire du bénévolat et réussir à trouver un peu ma place dans un groupe où on s'entende, quoi, où on s'apporte mutuellement, ça me ferait plaisir. Je voudrais faire des formations sur le thé aussi. Voilà, plus tard, j'aimerais bien, je sais pas encore quoi, parce que j'hésite entre 1000 chemins différents, entre travailler dans le domaine vraiment de la culture sourde, des métiers d'accompagnement de personnes sourdes ou quoi, ou faire des formations sur le thé. Il n'y a pas de formation certifiante en France, voilà, ça me plairait parce que j'adore ça, de pouvoir créer ça, un référentiel avec quelque chose d'assez structuré où il y a des éléments clés phares. En fait, si, du coup, ça m'a surpris, le rapport au japonais du thé, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus au courant des différents thés qui existent au Japon, plus informé. En fait, ok, il y a des personnes qui pratiquent les cérémonies du thé, mais déjà c'est une minorité. Après, c'est un art comme un autre, de la même manière que tout le monde ne fait pas de la musique en France. Ou, bien sûr, tout le monde ne sait pas faire du pain, voilà. par exemple. Exactement. Ni fabriquer des bérets. Mais déjà, la cérémonie du thé, en fait, c'est une cérémonie qui s'apprend, mais c'est pas tant le thé. En fait, c'est un thé, à savoir le matcha, et aucun autre thé. Donc déjà, c'est un type de thé particulier.
Et en fait, même trouver du thé en vrac, c'est difficile. C'est-à-dire qu'au supermarché, il y a soit des paquets de 6 sachets qui se diluent dans l'eau, donc c'est du thé réduit en poudre, mais tout type de thé confondu, quoi, même du truc au citron ou quoi, pour remplir sa bouteille, des bouteilles de thé préfaites ou des sachets Lipton. Donc vraiment, c'est un peu lunaire, quoi. Et dans les magasins de thé, on va trouver des thés pour faire des cadeaux, donc avec 6 sachets de thé à offrir ou 10 sachets de thé, mais on peut pas les sentir, on peut pas les goûter, c'est des thés aromatisés. Enfin, et pour trouver vraiment des thés japonais d'origine, comme du bancha, du sencha, même du matcha, enfin du bon matcha, j'entends. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, du thé rouge, noir, etc., parce qu'il y en a au Japon aussi, du genmaicha, enfin voilà, il y a plein de thés au Japon quand même qui sont vraiment des spécialités japonaises. Et ben c'est difficile, j'ai trouvé qu'un magasin pour l'instant à Hiroshima, et j'ai fait genre 3 ou 4 magasins avant de trouver un truc où je puisse sentir le thé, où je puisse l'acheter en vrac, voilà, qui soit un vrai vendeur de thé de qualité, qui achète chez le producteur et tout, quoi. Donc ça m'a bien surpris, hein. Donc ça fait partie justement des idées reçues que tu avais, comme je pense beaucoup d'entre nous, de se dire ok, le Japon, pays du thé, et en fait pas tant, oui, mais c'est très spécifique. Il n'y a que certaines vraiment certaines personnes qui sont bien formées à ça et sont capables de faire les cérémonies, tout ça. Et puis c'est pas non plus à tous les coins de rue que tu achètes du thé comme si c'était la perle rare du Japon, quoi. Donc c'est très intéressant. Donc ça rejoint la question d'avant, mais du coup ça rejoint aussi l'actuel. Ça fait partie de tes objectifs de te former à tout ça pour pouvoir ensuite, quand tu rentres en France, potentiellement former d'autres personnes, donner des cours, des formations, quoi. J'ai bien compris. Ok. D'autres objectifs? Non, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal en même pas 1 an de temps, clairement. Et bah écoute, merci beaucoup Camille, c'était trop intéressant. Et puis qui sait, peut-être qu'on se recroisera et qu'on refera une interview après quelques mois pour voir comment ça a évolué, ce qui a pu encore te surprendre, ce que tu as pu apprendre, et que ce soit en bien ou en mal, quoi, et si tu as plus ou moins atteint tes objectifs déjà. On verra bien. Bon, voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye!